Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Depuis la semaine dernière, France 3 Bretagne vous fait vivre la campagne électorale du second tour des élections municipales en direct depuis chez vous, avec chaque soir 40 minutes de débat, chaque soir une ville en vedette. Aujourd'hui, Quimper est à l'honneur. Avant d'accueillir nos invités, de confronter leurs idées, je vous propose de planter tout de suite le décor de ce débat finistérien avec Catherine Obel et Antoinette Graal. Quimper tire son nom de Quember, confluent en breton. 4 cours d'eau s'y rejoignent, ce qui confère au chef-lieu du Finistère une atmosphère paisible que l'on ne retrouve pas vraiment dans sa vie politique. Porte-drapeau de la culture et de la langue bretonne, elle est la 3e ville la plus peuplée de Bretagne, avec 62 985 habitants. Ces dernières années, elle a perdu des services structurants, la caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, la météo, la douane. Elle a dû batailler pour ne pas perdre aussi sa liaison aérienne avec Paris. Pour ce deuxième tour, c'est le suspense garanti. 3 candidats dans la course, une liste d'union menée par la socialiste Isabelle Assy avec des communistes, des écologistes et d'autres sensibilités de gauche. Elle a créé la surprise en arrivant en tête au premier tour avec 32% des suffrages. Face à elle, le maire sortant d'hiver droite, Ludovic Jolivet, crédité de 30,2% de voix, et la candidate de La République En Marche, Anaïg Lemeur, qui a recueilli 13,7%. Ludovic Jolivet aura fait son possible pour éviter cette triangulaire. Lui qui s'affiche volontiers Macron-compatible n'aura pas réussi à convaincre Anaïg Lemeur, avec qui il y a visiblement incompatibilité d'humeur. Celle-ci a rejeté toute idée de fusion. Souci de plus pour le maire actuel, sa première adjointe centriste Isabelle Lebal, qui a recueilli 5,9% de votes au premier tour, n'a pas appelé à voter pour lui. Il suffit de regarder les réserves de voix à gauche comme à droite pour savoir que le résultat sera très serré le 28 juin. Vous l'avez compris, 3 candidats demeurent en lice après ce premier tour il y a 3 mois déjà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Isabelle Assy, bonsoir. Vous êtes socialiste et vous menez donc la liste Quimper Ensemble, une liste d'hiver gauche. Face à vous, Ludovic Jolivet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant. Votre liste est intitulée Enthousiasmons Quimper, une liste d'hiver droite. Vous êtes un ancien des Républicains, mais vous êtes désormais chez Agir et vous briguez un second mandat. Et enfin, Anaïg Lemeur, bonsoir à vous. Votre liste est enfin de l'audace, une liste investie par La République En Marche, dont vous êtes déjà député. Voilà. Je vous précise avant mes premières questions que nous sommes tenus par le principe d'équité du temps de parole qui est décompté depuis la régie. Et on commence tout de suite avec humour, avec l'humour de Loïc Schwartz, le dessinateur qui nous accompagne de son crayon malicieux. Il a croqué la situation, comme vous le voyez. Ludovic Jolivet, que vous inspire ce dessin? Dans un courrier à vos administrés, vous parlez d'une main tendue à vos adversaires qui ont préféré leur intérêt personnel. Vous êtes vraiment amer de ne pas avoir réussi à convaincre Anaïg Lemeur de vous rejoindre? Non, parce que Anaïg avait, durant toute la campagne, asséné qu'elle ne fusionnerait pas. Et effectivement, compte tenu de la crise, on a quand même considéré qu'il fallait qu'on se rencontre, comme elle a fait avec d'autres. Non, je ne suis pas amer. Voilà, c'est tout. La République En Marche est un mouvement, un jeune mouvement politique qui trouve sa place sur l'échiquier politique. Il n'y a pas eu de grande stratégie nationale d'En Marche. Chacun a fait ce qu'il a pu. Non, je ne suis pas amer du tout. C'est un choix que nous avons fait, qu'elle a fait. Et voilà. Et Anaïg Lemeur, pour vous, c'est définitivement irréconciliable tous les deux? C'est pas une question d'irréconciliable ou pas. J'avais annoncé que j'étais pas pour les fusions. C'était mon engagement de toujours. C'est-à-dire, je considère que les fusions, qu'on a l'impression de voter, en fait, de bulletin de vote des personnes, si c'est pas annoncé avant le premier tour. Donc, je suis restée, en fait, sur ma parole qui était donnée de ne pas fusionner avec qui que ce soit. Et vous avez parlé de négociation de postes, d'intérêt particulier, c'est pareil, on sent une... Alors, c'est vrai que quand j'y suis allée, parce qu'on se pose souvent la question, pourquoi je suis allée voir alors que j'avais donné ma parole, comme quoi je ne fusionnerais pas. J'y suis allée parce que dans mon équipe, parce que je travaille en équipe, contrairement à d'autres, moi j'ai plutôt tendance à travailler beaucoup en équipe, et certains, effectivement, m'ont dit, va voir quand même, etc. Et c'est parti, effectivement, sur des postes, sur des notions de postes, plus que pour moi, sur des valeurs. Et c'était le mot valeur que je voulais réellement porter. On le voit sur le dessin, on voit Isabelle Assy qui se glisse derrière. Est-ce que vous ne risquez pas, justement, de lui ouvrir la porte de la mairie tout droit? Je pense pas, parce que les gens qui votent en fait La République En Marche, ils votent ni à droite ni à gauche, ou aller à droite et à gauche. En fait, on a des sensibilités diverses. C'est une force centrale, donc avec des écologistes, des centristes, effectivement, des gens de droite et de gauche. Donc du coup,
Non, parce que si je me retirais, par exemple, je ne sais pas où serait allé mon électorat. Déjà, je les aurais trahis. Voilà, ça serait partagé chez M. Jolivet comme chez Isabelle Assy. Donc le retrait n'était pas pour moi la solution. La fusion, c'était un peu renier l'ADN d'En Marche. Pour moi, c'était aller d'un côté ou d'un autre. C'était teinter pour l'avenir un choix politique qui aurait été effectivement d'aller plus vers les Républicains et agir effectivement plus que de l'autre côté vers... Donc votre position était ferme. Vous, Isabelle Assy, on l'a entendu, vous avez créé la surprise au premier tour. Vous avez aussi discuté avec la liste écologique menée par Martine Petit. Pas de fusion non plus? Non, pas de fusion non plus, parce que moi, j'avais fait le rassemblement avant le premier tour. Je tenais vraiment à travailler un projet en commun avant ce premier tour. Et sur ma liste, il y a toutes les sensibilités de gauche, mais aussi des écologistes en nombre important. Et il y a le temps de la campagne, et puis il y a le temps après la campagne. Et moi, je veux une équipe cohérente, qui soit en cohésion pour relever les défis de demain. Alors justement, les défis, parlons-en. Nous vous avions déjà réunis à la veille du premier tour, mais à l'époque, le Covid-19 ne s'était pas imposé comme il s'est imposé dans nos vies par la suite. Depuis, les bouleversements sont nombreux, notamment pour ce scrutin totalement inédit. De votre côté, quel a été l'impact du Covid? C'est la question qu'on a envie de vous poser. Anaïg Lemeur, vous êtes députée donc, de La République En Marche et vous briguez ce poste de maire. À quel poste, à quelle fonction élective on est le plus efficace pour agir sur ce genre de crise qui arrive? Effectivement, le poste de maire est un poste de proximité. Donc je pense que l'efficacité, elle est là. En amont, on a bien sûr la structure légale et législative qui est mise en place. Mais après, la mise en action sur le territoire, notamment quand on parle d'économie, je pense que ça sera réellement notre rôle que d'être plus proche des commerçants, notamment qui ont beaucoup souffert et qui vont encore souffrir. Je tiens à le dire, on n'est qu'au début de la crise. On a vécu la crise sanitaire. On reste vigilant. On entend par endroits en Guyane que ça repart, donc on peut se dire, voilà, ça peut repartir sur notre territoire aussi. Il faut rester vigilant en cela. Et il va falloir, en fait, en tant que maire, être facilitateur, accompagnateur et aider, en fait, à cette reprise et à cette relance économique par la suite, tout en gardant, en fait, la sécurité sanitaire au niveau de l'ouverture des écoles, notamment pour la rentrée scolaire, mais aussi de l'accueil des enfants, et ainsi de suite. Justement, le côté concret, vous avez écrit « Il faut un maire prêt, réactif ». Vous pensez qu'il y a une prime au sortant? Vous avez géré cette crise là pendant ces quelques mois? On a parfois des mécanismes qui font que la prime au sortant, puis on voit bien. Non, mais effectivement, le maire, de toute façon, partout en France, est celui qui est le plus, au plus loin dans la démocratie et pour mettre en action à la fois des politiques municipales et aussi des actions du gouvernement. Dans la crise du Covid, nous étions avec le préfet en première ligne pour accompagner cette crise terrible. Tout le monde a été sidéré par ce qui s'est passé. Donc il fallait faire le matin, il fallait parfois défaire à midi, refaire le soir. Nous n'avions pas de notice d'emploi, mais je constate que sur Quimper et la Cornouaille, nous avons été épargnés par niveau sanitaire en tout cas. Isabelle Assy, qu'est-ce que cette crise a révélé selon vous de la fonction du maire et de ce que vous avez envie, vous, d'apporter à cette fonction? Alors déjà, parmi les propositions que je faisais au niveau de mon projet, je pense que ça m'a permis d'aller encore au-delà des priorités que j'avais affichées, puisque je suis vraiment là, l'une des priorités, c'est la relance de l'activité économique, on l'a déjà dit, il va y avoir des difficultés importantes du côté des entreprises, mais aussi du côté des associations, parce que ça porte l'emploi, et donc il faut être présent. Et cette période nous a aussi permis d'ouvrir les yeux sur le frein lié à la fois le frein et l'atout de l'outil numérique. Et donc pendant cette période, j'ai continué à travailler avec mon équipe pour pouvoir lutter contre la fracture numérique. Donc on a des nouvelles propositions. Et enfin, j'ai un grand souci pour les trous dans la scolarité, c'est-à-dire que je pense que cette crise aura un impact sur le devenir de certains élèves, et donc il faut préparer la rentrée au plus proche des besoins. On en reparlera puisque c'est le sujet que vous avez choisi. Juste une petite parenthèse que je voulais quand même ouvrir dans ce débat. Le Covid a bouleversé, comme on l'a dit, cette campagne du second tour, et une polémique a vu le jour sur les réseaux sociaux du côté de Quimper. L'objet du litige, le voici, un véhicule qui ne passe pas inaperçu, un fourgon avec votre visage et votre slogan. Ludovic Jolivet, vous l'avez baptisé la Ludomobile. Un de vos administrés a décidé de saisir le procureur, considérant que c'était de l'affichage illégal, qui était contraire au code électoral. Qu'en pensent vos adversaires? Est-ce que ce véhicule vous choque ou... Disons que ça n'est pas mon style, si je peux me permettre, parce que comme je porte d'abord des valeurs écologiques, c'est vrai qu'utiliser un véhicule potentiellement polluant, ça, j'aurais évité pour être en cohérence par rapport au projet.
Voilà, je ne vais pas polémiquer plus que ça. Concernant l'affichage, je pense que tout le monde connaît Ludovic Jolivet. Donc voilà, ce n'était pas forcément mon objectif, c'était de pouvoir permettre aux Quimpérois de venir à ma rencontre pour pouvoir échanger. C'était une voiture, voilà, vous une voiture non, avec c'était des tréteaux. Des tréteaux aussi. Il y avait une voiture aussi qui était identifiée. Il y avait une voiture, il y a eu différents dispositifs. C'était pas dans le dispositif de rencontre des citoyens, ça c'était une initiative d'une police. Anaïs Lemeur, ce camion. C'est ça. Il faut tout maîtriser. Voilà. Je me permets, pour ma part aussi. Je m'excuser. Anaïs Lemeur. Pour ma part, c'est vrai que c'est pas du tout mon principe non plus. Je trouve que c'est tape à l'œil, c'est vraiment de la com. Maintenant, est-ce qu'il y en a besoin autant? Moi, je préfère être au contact des gens. C'est pas du tout ma façon d'être que mettre de l'argent public, parce qu'en soi, c'est de l'argent public derrière qui est mis dedans, parce qu'il y a un remboursement quand même des frais de campagne. Moi, je suis en sobriété actuellement. Je veux faire une campagne sobre et j'aimerais avoir un mandat sobre aussi pour la suite. C'est pas très sobre, votre camion? C'est un outil de campagne qui nous permet d'aller à la rencontre des citoyens, qui nous sert aussi à aller coller les affiches, à transporter des kakémonos. Et donc c'est un lieu, c'est un bureau annexe. Très réglementé. Mais on a un camion, rien ne nous interdit donc de l'identifier. Voilà, il se circule avec ou sans affiche, je pense qu'il n'y a pas de problème. L'intérêt, c'est d'aller à la rencontre et d'expliquer le projet. C'est un lieu de rassemblement. Certains ont mis des tréteaux, d'autres ont mis des oriflammes. Moi, j'ai mis un camion, un petit fourgon, tout simplement. Mais vous savez, la démocratie, quand on parle de coût, la démocratie a un coût. Tout simplement. Elle a un coût, mais bon, c'est vrai que faire tout sur l'image, moi je pense qu'il vaut mieux quand même proposer des choses, des propositions et des actions. Alors justement, en allant les proposer justement. Voilà, passons à présent au fond, à vos programmes. Nous vous avons demandé de défendre une de vos mesures phares, mais avant de les aborder, je vous propose d'écouter ce que les Quimpérois attendent de leur future maire et quelles sont pour eux les priorités après cette crise sanitaire que nous traversons. Paroles de citoyens recueillies par Muriel Lemorvan et Gwenaël Bron. Je pense qu'au niveau du climat, il faudra peut-être qu'ils réfléchissent un peu plus à l'après-Covid et qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on réfléchisse à comment améliorer les choses et pas repartir dans une extrême consommation comme on l'avait fait auparavant, quoi. Essayer d'avoir une consommation peut-être plus verte et penser à un avenir des villes plus vert aussi. C'est aller plus vers l'électrique, une chose comme ça, quoi. Il y a des enjeux, notamment écologiques, qui vont être pris en compte, d'ailleurs certainement, parce que je vois que tous les candidats en parlent, plus ou moins. D'actualité avant le demeure. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y aura peut-être plus de précarité dans le quotidien des gens. Et là, effectivement, c'est peut-être un élément supplémentaire, je dirais, par rapport aux interrogations de la population, quoi. La précarité, les conséquences économiques de la crise sanitaire, c'est justement le thème que vous avez choisi de défendre, Ludovic Jolivet. Économie et emploi, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Alors, vous savez, pendant le premier mandat, on a mis beaucoup d'argent sur la recherche et l'innovation. On en a besoin sur l'Ost breton. Pensez faire un peu autre chose, voilà, remettre l'axe. Le Covid, la crise sanitaire et économique derrière va être difficile. Et donc, on doit accompagner toutes les entreprises. Et on l'a fait avec la région sur le fonds Covid Résistance. On doit mettre l'essentiel sur l'économie et l'emploi. Alors permettre tout simplement, alors au-delà des aspects très pratiques, les terrasses, l'augmentation des terrasses et des coûts réduits, ça va être de travailler sur la recherche et le développement, permettre aux entreprises et aux commerçants d'avoir un positionnement plus clair. On a vu les problèmes qu'il y avait sur les fichiers clients, sur la livraison d'un certain nombre de produits, sur le positionnement de commerce, sur l'entreprise. Et là, on va devoir, passer à une étape supérieure. Ce sont des moyens pour l'entreprise. C'est des fonctions des chambres de commerce, à l'habitude? Oui, mais la collectivité, mais aujourd'hui, les chambres de commerce ont davantage de difficultés financières de le faire. Alors, elles le feront tant mieux, d'ailleurs. Nous, notre travail consiste à apporter, effectivement, d'avoir des accompagnements avec des cabinets conseils pour accompagner les entreprises à se positionner. Voilà. Et puis, après, il y a tout ce qui concerne les salariés. Et là, on va avoir effectivement une difficulté majeure. Alors, ce n'est pas la collectivité, c'est plutôt l'État. Mais effectivement, permettre aux entreprises de trouver des marchés nouveaux et de considérer que ce qui s'est passé pourrait se renouveler et trouver d'autres axes de positionnement nous paraît primordial aujourd'hui. Isabelle Assy, sur ce dossier, vous avez des pistes, bien sûr, de propositions. Moi, je crois effectivement beaucoup au partenariat entre les différentes collectivités et avec l'État. C'est-à-dire que le fonds régional Covid Résistance, il est mis en œuvre, mais on s'aperçoit qu'actuellement, il y a peu d'entreprises, d'associations qui l'ont utilisé. Donc, il faut avoir une ingénierie, une équipe qui va pouvoir donner de l'information au cas par cas aux situations individuelles en fragilité, soit pour des problèmes de trésorerie, soit pour des problèmes d'emploi.
En parlant de trésorerie, vous avez prévu la création d'un crédit municipal. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le crédit municipal, c'est quelque chose qui est déjà fait à l'échelle des métropoles, comme Paris, Nantes, Rennes. Et là, j'ai parlé avec l'équipe, la future équipe hypothétique et gagnante de Brest Métropole pour avoir une antenne. En fait, ça sera un crédit municipal finistérien qui aurait une antenne au niveau de Quimper et qui permet de faire un avance de trésorerie, souvent sous un système de gage. Ça s'adresse aux entreprises. Voilà, ça s'adresse aux entreprises qui ont un peu de biens, qui ont des difficultés momentanées et qui ont une avance de trésorerie avec ce système de gage. Anaïg Lemeur, dans ce dossier économie, je note le lancement d'un chèque cadeau destiné aux ménages les plus modestes. Effectivement, c'est une façon d'aider les ménages les plus modestes à consommer. Donc c'est un petit coup de pouce pour les gens qui ont connu le Covid notamment et qui ont eu des difficultés pendant cette période parce qu'ils accueillaient aussi leurs enfants à la maison, il fallait les nourrir, il n'y avait plus l'aide en fait au niveau des cantines. Donc c'est 30% des Quimpérois en fait qui auront un chèque solidarité 100% Quimper. En quoi ça consiste ? Ce chèque en fait de 50 € leur permettra de consommer dans les commerces de proximité. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on aide les foyers les plus modestes et on sait réellement où va aller l'argent qu'on va mettre en place parce qu'il va aller directement aux commerçants quimpérois. Donc c'est une volonté de faire réellement du gagnant-gagnant sur le territoire, que chacun s'y retrouve. Parce qu'actuellement, on entend souvent dans les mesures post-Covid économie la gratuité des parkings. Moi, je ne vois pas si on a aucun moyen, aucun indicateur pour savoir si réellement les gens consomment derrière. Là, on sait la somme qui va être consommée au cœur de ville. L'essentiel, c'est qu'on ramène les Quimpérois ou les habitants de l'extérieur. Mais ce chèque, c'est une bonne idée ? Non, mais toutes les solutions sont bonnes. Aujourd'hui, quand Isabelle évoque le fonds résistance, c'est parce que la crise n'a pas encore touché tout le monde. Lorsque la crise aura touché tout le monde à l'automne, vous allez voir que le fonds ne sera certainement pas suffisant et qu'il faudra l'augmenter, le tripler ou plus que ça. Donc nous, il faut faire attention à des petites mesures qui ne sont pas toujours efficaces. C'est-à-dire qu'on croit régler un problème avec un chèque, mais nous avons par exemple mis en place le chèque alimentaire. Là, c'est concret. Des familles dans la difficulté parce que la cantine n'est plus ouverte et la cantine, c'est 50 centimes ou 80 centimes pour les premières tranches. Là, on a dû apporter des chèques alimentaires de 150, 200, 300 €. Et ça, c'est efficace. Mais ça se voit au cas par cas parce que personne n'a exactement la vision de ce qui va se passer. Donc, nous, il faut qu'on soit prêts, surtout non pas à faire du saupoudrage pour se donner bonne conscience, mais surtout investir l'argent public sur la recherche et le développement avec des entreprises capables justement de se mettre en route. Il y a deux visions. Il y a une vision effectivement post-Covid immédiat, donc de court terme. Mais évidemment qu'on a des mesures à long terme. On a tous une volonté d'améliorer l'attractivité de notre territoire, d'amener justement plus de proximité au niveau des commerces, amener plus de sécurité aussi, parce que venir consommer à Quimper, c'est aussi... Mais là, votre chèque, il dit c'est du saupoudrage. Non. Je suis désolée, quand les gens toucheront 50 € et viendront consommer, quand les commerçants auront des clients nouveaux qui vont venir consommer, ce n'est pas du saupoudrage. Ce sont nos premières mesures. Ce qu'on a annoncé, ce sont des premières mesures. On est bien conscient qu'il y aura sans doute besoin de beaucoup plus. Madame Assy. Moi, je suis plus quand même sur la difficulté structurelle que vont rencontrer les associations et les entreprises. C'est-à-dire que je suis d'accord pour dire que le fonds Covid résistance, peut-être qu'à un moment donné, il ne sera pas suffisant. Ou peut-être que les critères d'éligibilité ne permettront pas à tout le monde de les activer. Et donc, je suis pour la création d'un fonds supplémentaire d'aide exceptionnelle, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme de prêts, pour pouvoir aller au cas par cas en direction des entreprises et des associations qui en ont besoin. Et là, on ne peut pas l'estimer à l'heure actuelle. Le fonds Covid résistance concerne les entreprises de moins de 10 salariés. Ça, on a trouvé avec les gens que c'est important de cibler cette partie-là. Et je voudrais juste rajouter un aspect très important qu'a révélé la crise, ça a été le besoin d'accompagnement. Alors, c'est votre thème. Ah oui, pardon. Non, c'était des chefs d'entreprise, que ce soit l'accompagnement en ingénierie pour activer les aides, l'accompagnement sur le numérique pour redonner et rapprocher le consommateur du producteur, et puis l'accompagnement psychologique aussi parce qu'ils ont été en grande difficulté. Alors, vous êtes psychologue scolaire, alors la psychologie, c'est votre métier, et justement, c'est sur l'enfance et la jeunesse que vous avez choisi de nous présenter vos propositions phares. Oui, tout à fait. Oui, j'avais envie de parler de la jeunesse parce que pourquoi on se lance en politique ? Moi, je me suis lancée assez tardivement. C'est pour tout le monde, évidemment, mais avec un regard particulier pour nos enfants et nos petits-enfants. Et donc, penser à la jeunesse, c'est penser à une ville
plus accueillante, plus épanouissante et qui garantit la santé. Et on voit qu'au travers d'une thématique jeunesse, on va toucher tous les âges. Alors des mesures concrètes, évidemment on va de la petite enfance avec la création de crèches et un soutien aux maisons d'assistantes maternelles avec la possibilité d'avoir plus d'aires de jeu inclusives adaptées aux situations de handicap. Mais après, c'est garantir la réussite scolaire de tous les élèves avec un accompagnement supérieur aux devoirs dès la rentrée de septembre. Et puis si on arrive aux ados, parce que pour moi les ados font partie de la population la plus oubliée pendant cette période de confinement. Il y en a là aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, et il y a des ados, enfin, tous les ados peuvent être accueillis. Vous imaginez le temps que l'on a passé. Et donc je veux un plan ado pour pouvoir garantir plus d'activités d'accompagnement pendant l'été. Est-ce que je peux dire un mot quand même de ma maison de la jeunesse? Parce qu'il y a beaucoup de structures à Quimper. Quimper est riche. Il ne faut pas trop en rajouter quand même. Non, mais sauf que... Parce que ça va coûter un peu d'argent, tout ça. Il n'y a pas, oui, mais sous la forme d'une location avec une embauche de 2 équivalents tremplin, 2,5, c'est tout à fait jouable. On n'a pas de lieu au centre-ville. Juste par rapport, vous dites que ça va coûter cher, mais vous, pour l'enfance et la jeunesse, vous proposez un travail bénévole contre une aide au permis de conduire. Au BAFA, ça coûte aussi assez cher. Oui, mais ça concerne souvent des familles qui sont dans la difficulté, effectivement, et c'est très pragmatique parce que ça permet à un ado ou à un jeune adulte de pouvoir passer son BAFA ou d'aller passer son permis de conduire, en échange d'un engagement au profit de la collectivité, des services ou des associations. Et c'est très pragmatique. Bonne idée, parce qu'on le propose dans notre programme. Donc, on avait vu ensemble, mon programme était vraiment très bon. On aurait pu fusionner. Vous étiez d'accord. Voilà, apparemment, on avait le meilleur programme. Donc, effectivement, je le confirme. On avait aussi cette aide au BAFA, parce que c'est souvent le premier emploi, en fait, quand vous êtes un jeune. C'est le premier emploi. Donc, ça apporte des valeurs travail aussi dans notre société. Et c'est aussi changer l'image que peut avoir des fois de la jeunesse. Moi, je pense que notre jeunesse, elle est forte, elle est dynamique, elle a envie de faire des choses. Par contre, moi, ce que j'attends aussi, c'est qu'elle se projette, en fait, à rester dans notre ville. Donc, c'est proposer peut-être un campus numérique, justement, aussi au niveau de la scolarité, qui puisse se projeter à faire des grandes études en restant à Quimper, avec actuellement les capacités du numérique que l'on a. Et moi, je complète sur 2 propositions de la maison de jeunesse. Très rapide, mais parce que Madame le maire, vraiment, ça enlèverait de la saveur, si vous voulez, au projet. D'abord, je souhaite créer une épicerie, accompagner la création d'une épicerie sociale pour les étudiants. Parce que la précarité étudiante, ça existe. Elle existe à Brest, pas à Quimper. Et dans ce lieu, on pourrait avoir cette création d'épicerie sociale et solidaire. Et en parallèle, parce que je tiens à l'intergénérationnel, ce n'est pas les jeunes d'un côté et les moins jeunes de l'autre. Je mettrai le point d'information numérique sur le même lieu pour qu'il y ait des liens, parce qu'effectivement, les jeunes ont beaucoup de compétences et les personnes moins jeunes ont beaucoup envie de ces échanges. Ça existe déjà, parce qu'on l'a déjà dans les MPT. Isabelle, il y a l'épicerie sociale. Ne dis pas que les jeunes, la jeunesse à Quimper. Mais si, il y a l'épicerie sociale. Et donc les jeunes qui sont à... Je l'ai visité à Brest, elle n'existe pas à Quimper. Il y a une épicerie sociale disponible pour les jeunes. Alors, s'il faut une épicerie sociale pour les jeunes, pour les anciens, pour les seniors, pour les handicapés... Moi, je pense qu'il faut un lieu, un guichet. Il y a une épicerie sociale. N'allez pas rajouter des structures. Je sais que les socialistes ont une envie toujours de rajouter des structures et des structures. Sous ça, ça coûte de l'argent. Les socialistes sont pour la solidarité. Ils sont comme moi, mais il ne faut pas rajouter des structures et avoir des structures qui coûtent très cher. On a identifié ce besoin. Il ne coûte pas très cher. Alors, sans rajouter des structures... C'est très mathématique chez vous et très mécanique chez vous. Sans rajouter des structures, je pense qu'il faut coopérer avec l'existant. L'existant est déjà là, effectivement, la jeunesse... Nous avons une épicerie sociale déjà. On va continuer avec votre thème, Anne-Aïgle Lemaire, très rapidement. L'habitat en centre-ville, c'est ce que vous avez choisi. Alors, je vais prendre le temps, parce que c'est, en fait, là, vous l'avez vu tout à l'heure, la personne parlait d'un côté d'écologie, d'économie énergétique, etc. Et l'autre personne parlait de précarité. Actuellement, je suis en fait pour tout ce qui est rénovation énergétique sur Quimper. Je voudrais qu'on lance un grand plan de rénovation énergétique sur Quimper, de lutte contre la salubrité au niveau et des commerces et du logement. Donc, en cela, en fait, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, sur du long terme, on y gagne. On y gagne aussi pour notre planète que de faire de la rénovation énergétique. Différents niveaux au niveau de la rénovation énergétique. Déjà, pour les particuliers, j'aimerais en fait proposer pour la rénovation énergétique, passer notamment d'une catégorie D, au-delà de D, à A ou B, proposer en fait un abattement sur la taxe foncière de 50%. Ça coûte de l'argent, mais ça montre une réelle ambition, une réelle volonté. Au bout d'un moment, il faut qu'on propose quelque chose avec une réelle volonté, une réelle ambition. Actuellement, il y a des dispositifs, je me permets de continuer, qui existent, qui sont des dispositifs en fait État, mais en soi, globalement, la ville et la communauté de communes
doit montrer pour moi une réelle ambition supérieure. Je termine parce que ce n'est pas que sur le logement, on a aussi cette volonté sur les commerces, il faut que vous ayez de les rendre en fait plus disponibles en proposant une réserve foncière notamment pour améliorer le commerce au centre-ville, mais dans tous les quartiers, et le mettre à disposition à un loyer plus bas. Mais Madame le député le sait très bien, puisque l'opération Au Pas et Rue et l'opération Cœur de Ville, les actions notamment que tu as soutenues, c'est des actions que j'ai voulu. Alors on peut là encore réaliser une autre structure, mais ça existe. La rénovation du Cœur de Ville est une opération qui a été mise en place il y a 3 ans et ça continue. L'objectif, c'est de ramener du public en ville, des citoyens en ville, de l'habitat en ville, puisque depuis 1960... Vous partagez cet objectif? Bien évidemment, et d'ailleurs, elle a soutenu. Très bien, donc on ne va pas rajouter des structures supplémentaires. Alors moi, je partage cet objectif parce que nous, on a une ambition de 500 logements rénovés par an, mais Cœur de Ville... C'est le plus. Rénovation, il y a la création, il y a la rénovation. Cœur de Ville, mais les quartiers. Il ne faut pas oublier les quartiers dans notre politique globale. Le quartier du Braden et de la Gare sont des quartiers complètement délaissés. Absolument. Et donc, on aura vraiment un regard très particulier dans les quartiers qui ont vraiment besoin de cette rénovation thermique. C'est du pouvoir d'achat en plus pour les personnes. Le quartier de la Gare, le 765 avenue, c'est un quartier qui va être en mutation totale. Alors après, au Braden, on a des problèmes. Toujours. On a des vrai, problèmes. Ça fait quelques temps que c'était prévu. Quand tu seras responsabilité, tu verras que ça demande du temps. Le gouvernement ne réussit pas toujours comme il voudrait. Je ferai comme... Mais le Braden, ce n'est pas un problème de logement ou problème de gens qui seraient écologiquement faibles. C'est parce qu'il y a aussi, nous avons quelques problèmes de sécurité qui sont faibles. Alors, on va en parler de la sécurité dans un petit moment. On poursuit avec la question de notre partenaire Ouest France, la question que vous pose la chef de rédaction Ouest France à Quimper, Lucie Van Vedevelt. Excusez-moi, je ne voulais pas écorcher son nom. Je vous propose de l'écouter. Pensez-vous que la construction d'une salle grande capacité est indispensable pour Quimper? Et si vous estimez que cette salle est indispensable, quel en sera le coût pour la collectivité et les contribuables? Alors, cette question, une salle de grande capacité, oui ou non, à quel prix? Cette question a été beaucoup débattue avant le premier tour, pour le premier tour. C'est l'image d'une salle Arena, à l'image de celle qui existe à Brest. On va voir une petite palette pour expliquer le concept. C'est un label national, une salle d'envergure destinée à la fois au sport, mais aussi aux événements culturels, avec au moins 5000 places. Ludovic Jolivet, c'est un équipement que vous avez défendu. Aujourd'hui, on a l'impression que vous reculez sur le sujet. Non, je ne recule pas véritablement sur le projet. Je dis tout simplement que la crise sanitaire et économique qui est en rapport va poser des problèmes, mais essentiellement sanitaires. On n'a pas de problème pour financer cette salle, elle est engagée. D'accord, voilà. Et pas comme ça. Voilà. Et en tout cas, nous on considère que si demain le gouvernement, les autorités sanitaires nous disent dans une salle de tant de mètres carrés, on met la moitié moins de public, on aura tous un problème. Aussi bien sur un palais des palais des sports ou bien sur un zénith. Donc nous on dit, parce que nous sommes responsables, on dit à nos électeurs et aux concitoyens québécois, attention, il peut y avoir un bémol sanitaire sur ce type d'équipement, parce que toute l'économie est aujourd'hui à l'arrêt, bien évidemment. Mais nous sommes favorables à la construction de cette salle, bien évidemment, sous réserve de tous ces aspects sanitaires et des mesures techniques qui viendront après. Moi, si j'ai un bémol, c'est sur l'aspect financier. Je l'ai toujours dit, donc ça là, n'a c'est rien... C'est 25 millions, ça dépend où est implantée la salle. Entre 25 et 40 millions, en fonction de l'implantation de la salle. On a parfois sur les montants annoncés. Moi, je suis très claire. Je pense que par rapport à notre bassin de vie, une salle de capacité de 3000 personnes qui serait modulable aussi, parce que le Palais des Sports, quel que soit le nom, les équipements sont maintenant modulables. Vous, c'est un Palais des Sports, 3000 places. Oui, voilà, c'est cela. 8 à 10 millions d'euros. Parce que l'agglomération a vraiment besoin d'un nouvel équipement sportif et que Covid ou pas Covid, il faut au contraire, il y a la relance économique par l'investissement et j'y tiens beaucoup et le besoin est là. Et je tiens à dire par rapport au Covid... Mais ce n'est pas une compétence de l'agglomération, le sport. Je dis, oui, mais sur l'événementiel sportif, c'est des choses qui vont se parler. Je pense d'ailleurs que la place du sport professionnel, elle va aussi devoir être parlée du côté de l'agglomération. Ça, c'est un autre objectif. Et donc, je voulais dire, Covid ou pas Covid, il n'y a pas de frein. D'ailleurs, dès le mois de juillet, les salles rouvrent entre 1500 et 5000 places. Oui. Alors, Naïg Lemer, vous partagez ce point de vue, vous, la basketteuse? Moi, la basketteuse, mais pas que. Je suis citoyenne quimpéroise et je pense que c'est un élément quand même structurant, en fait, en Cornouailles qui doit se proposer. Donc, je pense qu'il faut réellement partir sur le principe et je maintiens l'idée qu'il faut une salle sur Quimper. Alors qu'on l'appelle, moi je me suis amusée à l'appeler Stadium pour trouver un autre nom justement. Vous, c'est 3500 places. 3500 places, tout à fait. Donc j'étais partie sur un financement public-privé parce que je pense que c'était un financement dynamique qui permettait en fait de ne pas
prendre sur l'argent public, justement, et d'avoir du naming, etc., sur la salle. Je maintiens cet équipement. Je pense que les gens ont aussi besoin de rêver. L'aspect sanitaire que met en fait en avant M. Jolivet actuellement, on verra bien. Pour l'instant, il y a des salles qui réouvrent partout, il y a des concerts qui réouvrent. J'espère que demain, on pourra revivre normalement. Il faut laisser les Quimpérois rêver. Maintenant, il ne faut pas jouer sur les peurs. C'est pas que rêver, c'est pratiquer le sport. C'est pratiquer le sport. Je ne suis pas le style à jouer sur les peurs. Je dis en tant que responsable politique, lorsque vous serez éventuellement à ma place, vous verrez que le maire a des responsabilités politiques. Et si l'État impose des surfaces différentes, des espacements différents entre les sièges, ou voire le port du masque en certaines saisons, ça va bouleverser l'équilibre économique de ce type d'activité. Je mets juste en avant... Attendez, mesdames, ne vous réagissez pas comme ça. Je mets juste en avant la possibilité qu'il y ait un problème sanitaire et technique qui nous soit imposé. Et ça peut avoir engagé une rupture dans l'équilibre du projet. Mais pour les coups... ça n'est plus clair. On ne sait pas, un coup vous voulez, un coup vous voulez plus, un coup peut-être. Mais je suis très clair, Madame. Clair dans l'engagement. Mais je suis très clair, c'est oui, tout à fait. C'est oui, mais je mets l'accent sur des considérations techniques que peut-être ces personnes n'ont pas encore complètement intégrées. Tout le monde s'adaptera. Complètement. Mais on s'adaptera, mais ça peut engendrer... On connaît bien quand même le risque. Ça peut engendrer, mesdames, une augmentation de budget qu'il faudra assumer. On adaptera d'un budget raisonnable et qui permet d'autres investissements. Il valait mieux partir effectivement de 20 millions que partir directement de 40. Non, on est à 25 millions si on le fait sur le parking, sur la Croix des Gardiens, en complémentarité de l'aréna et le pavillon. Et si on le fait à l'extérieur, avec l'acquisition des terrains, on arrive à 40 millions. Donc ne mélangez pas tout, ou bien votre dossier n'est pas vraiment préparé. On reprend justement ce que vous avez annoncé à premier tour. Le projet sera vraiment construit avec les acteurs et avec les maires, les nouveaux maires de l'agglomération. Ça, j'y tiens aussi. On poursuit. On va aborder rapidement maintenant un certain nombre d'autres points importants de la campagne, mais assez rapidement, pour ou contre, une petite explication, mais on essaye d'accélérer un petit peu. On va commencer par cette image, une image de vidéosurveillance. Ces poteaux brûlés à Kermoisan, une photo prise le 8 juin dernier dans le quartier de Kermoisan, des poteaux de surveillance endommagés par le feu. Un épisode qui a relancé évidemment la question de la sécurité, qui fait écho à vos campagnes. Faut-il une police municipale à Quimper, police municipale armée ou pas ? Nous sommes pour une police municipale à Quimper de 20 agents armés d'armes non létales. Nous sommes aussi favorables à une brigade canine dissuasive et qui permet aussi de la proximité et une brigade aussi environnementale. Isabelle Assy, police municipale. Moi, je suis pour une police municipale parce que je veux des agents formés, assermentés et donc plus de proximité. Armés, non armés ? Non armés, d'armes à feu. Ça, c'est très clair. Que Quimper, pour moi, n'en a pas besoin et ce n'est pas la mission de la police municipale. Il faut être beaucoup plus en proximité, notamment... sur la photo, tout à fait. Eh bien, moi, je suis favorable à une police municipale de 30 gardiens armés, mais qui sont en proximité. Ils remplaceront les fameux képis blancs que nous avions il y a quelques années. Rentrent en contact avec les uns et les autres, rassurent les populations, et puis ces caméras qui sont des outils qui permettent justement d'orienter les forces de police. Oui, puisque ce sont des données importantes pour déplacer les forces de police. Surtout qu'aujourd'hui, nous avions auparavant 115, 120 gardiens de la paix à Quimper dans les années 80. Ils ne sont plus que 70 aujourd'hui. Donc il y a une nécessité, ou bien on subit la pression de ces délinquants, ou bien on agit, ça coûtera de l'argent, mais on agit. Je pense qu'effectivement, il faut des caméras sur Quimper, mais dans les différents quartiers, on voit qu'il y a des nouveaux endroits où il y a des tensions qui se créent, qui se déplacent. Il faut être réactif, agile dans cette maintien de la sécurité, parce que les commerçants attendent ça autant que les consommateurs, autant que les citoyens. Tous les Quimpérois en ont réellement besoin. C'est vraiment une demande forte de sécurité. Des caméras en plus ? Moi aussi, je suis pour l'outil. Bon. C'est un outil, mais ça n'est qu'un outil qui convient d'être évalué pour justement savoir quels sont les lieux qui seront les plus pertinents. Et aujourd'hui, on voit bien que sur la police nationale le réclame, et c'est important pour orienter les forces de police, bien évidemment, pour qu'ils ne soient pas aussi dans des guet-apens. Deuxième point de ce pour ou contre. Le Conseil communautaire a approuvé à l'unanimité le 6 février dernier la vente de 6 hectares de terrain à Briec pour une plateforme logistique de 10 000 mètres carrés. Certains évoquent la possibilité d'installation d'Amazon, mais ça reste très opaque. Pour ou contre ? Vous avez voté pour cette installation. J'ai porté la délibération avec les services économiques et le vice-président. Alors qui va s'installer ? Aujourd'hui, c'est une société qui a
pignon sur rue qui est Vectura. Et pourquoi elle ne dévoile pas le véritable vous savez, locataire ces entreprises-là sont aussi soumises au secret professionnel. Donc, il y a une société qui s'appelle Vectura. Mais oui, non, mais... Parce que le débat, on le fait, il revient à chaque fois. On n'a toujours pas de réponse claire. La réponse... Monsieur Jolivet, en fait, ne donne pas le nom de l'entreprise. On ne sait pas pourquoi. Il y a une peur, peut-être. Non, il n'y a pas de peur du tout, parce que j'assume. Parce que si c'est Amazon... Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y ait une zone de base logistique. Il y en a beaucoup sur l'Est breton. Il n'y en a pas sur l'Ouest breton. Et on ferait la fine bouche par rapport à cette base. Alors, cet intérêt de cette base, attendez, si vous permettez, c'est capital, c'est que cette base, c'est aussi export et import. Et nous avons besoin sur l'Ouest breton, sur tout ce qu'on est capable de produire sur l'Ouest breton. Que ce soit Amazon, La Redoute, Blancheport, Trois Suisses, peu importe. Alors vous faites la fine bouche ? Moi, c'est pas une question de fine bouche. Moi, je suis toujours dérangée quand il y a de l'opacité. Je l'ai déjà dit. Si c'est Amazon, il faut le dire. Pourquoi il faut le dire ? Parce que ça conditionne aussi le type d'emploi qui va être implanté sur notre territoire. Et puis, il y a toujours la crainte par rapport au commerce local. Et la crainte, c'est une troisième crainte, on en a déjà parlé, vous la connaissez, c'est sur la réserve foncière. C'est-à-dire pourquoi ce différentiel entre cette grande surface qui a été vendue et puis la base logistique qui va être nécessaire. Donc, je veux avoir les éléments et je m'engage à ce qu'ils soient transparents en cas d'élection. Voilà. La demande en fait des Quimpérois et Quimpéroises est réellement une demande de transparence. On a réellement besoin de savoir. On ne peut pas faire un mandat sans mentir aux gens, sans rester en opaque au bout d'un moment. Non, mais il faut le dire ou ne pas dire. Alors, ne pas dire, veuillez m'excuser, mais c'est ne pas dire. Ou bien alors l'ensemble du Conseil communautaire qui a voté à l'unanimité sans poser de questions particulières. La Commission l'a voté. Les citoyens mais vous n'y étiez pas au Conseil municipal et communautaire. Justement, parce que je n'y étais pas, je me permets de demander. Tous les citoyens n'y sont pas. Cette base, elle est nécessaire, parce que si elle ne va pas sur Briec, elle ira peut-être sur le Nord-Finistère. Nous avons besoin, l'Ouest breton a besoin de ces bases. Ça n'a posé aucun problème. Donc il s'agit de faire une référence, par rapport à Amazon, qui effectivement pose problème aujourd'hui, mais cette base, elle sera ouverte, une base de 10 000 m² sur 6 hectares, c'est ouvert probablement à la fois à d'autres entreprises et aussi à l'export et import. Donc on a perdu l'université, Oui, vous avez il y a plein de la CAF, là, la sécurité sociale. Vous aimeriez bien gagner cette plateforme. Eh bien, à un moment donné, mais quand est-ce qu'on... Mais arrêtons de baisser les bras. Arrêtons de baisser les bras. Alors justement, parlons. A sauvé aussi. Voilà. Parlons de vos personnalités. Baisser les bras, voilà, ça permet de décrire aussi un maire et élire un maire. Il y a un jeu politique là-dedans qui est même malsain sur cet aspect-là. Je comprends qu'Amazon puisse poser problème dans l'esprit, mais il y a des entreprises quimpéroises qui travaillent pour La Redoute, Amazon et Trois Suisses. Donc, allons-y. Les entreprises ont besoin de savoir aussi. Elles sont sur des... Elles le savent. Les ont besoin de le savoir. Allez, on clôt sur ce sujet, ces problèmes de transparence. Élire un maire, c'est aussi élire une personnalité. On va feuilleter un album photo un peu spécial. On vous a demandé d'apporter une photo d'une personnalité qui vous marque. Et on va commencer avec vous, Anaïg Lemeur. Vous avez apporté la photo de Jean-Yves Bajeux. On va le voir tout de suite. Voilà. Dites-nous qui il s'agit. Alors, ça me fait plaisir de le voir. Jean-Yves, donc, qui est président, c'est écrit du basket à SEA. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé au niveau du monde associatif depuis de nombreuses années sur Quimper. Beaucoup de gens le connaissent. Hein. Je peux voir sur vos visages que tout le monde le connaît. Parce que Jean-Yves, il est engagé pour le basket, c'est certain, mais aussi, en fait, pour le Téléthon, en Force T. Donc j'aime beaucoup cette image, en fait j'aime beaucoup Jean-Yves tout court parce qu'il a su en fait décloisonner aussi, ne pas raisonner en silo. C'est pas parce qu'un jour on est basketteur que demain on peut pas être dans l'humanitaire, qu'on peut pas être dans le culturel. Et moi c'est ce jeu en fait associatif. Bon, je suis très engagée, hein, j'ai une famille de parents aussi qui ont toujours œuvré dans l'associatif, et notamment dans le sport, mais pas que. Et justement, je pense que c'est la force de notre territoire, c'est le monde associatif. Et j'aimerais qu'on décloisonne ce monde associatif, qu'ils travaillent ensemble, qu'on fasse un forum commun des associations. C'est bien noté. Isabelle Assy, vous avez choisi une autre personnalité, une jeune femme, 46 ans, prix de la Banque de Suède, l'équivalent du Nobel de l'économie, Esther Duflo. C'est effectivement une personne qui m'inspire, qui gagne à être connue et dont les travaux méritent à être découverts. Il faut l'écouter, Esther Duflo, parce qu'elle a cette qualité rare d'allier sa recherche et toute son intelligence scientifique aux valeurs qu'elle porte. Les travaux qui lui ont permis d'avoir le prix Nobel de l'économie, ce sont les travaux de lutte contre la pauvreté. Elle est très pragmatique. Elle est très pragmatique. Elle part du terrain, elle fait des expériences. Ce qui fonctionne, on le retient. Ce qui ne fonctionne pas, tant pis, on passe à autre chose.
Elle a un... Alors, je vais être obligée de vous interrompre pour donner juste la parole à Monsieur Jolivet. Vous avez choisi... je dois finir sur Estelle Duflo. Ah oui, mais il reste 30 secondes. Hein, parce que, juste pour dire, elle a quand même remis la dignité de tous les métiers au niveau de l'importance de la chaîne économique, et c'est ce que l'on a vu pendant la période de confinement. Monsieur Jolivet, 20 secondes. Moi, c'est le roi Gradelon. Quimper a été construit sur une légende. Eh oui, effectivement. Et il trône. Le roi Gradelon, eh oui, chevaleresque. Mais je vous en prie, mesdames, vous êtes gonflées de le dire. C'est incroyable. Je fais aucun commentaire. Enfin, Quimper est une ville qui a été construite sur une légende. Gradelon, c'est la ville 10. Et il trône sur la cathédrale. Et... Oui, ça. Non, mais j'ai remarqué toujours votre façon de commenter les choses. Mais en tout cas, voilà, Gradelon, c'est la légende. Et Quimper est une fête, disait Malo Ravi. Et là, c'est Gradelon, c'est aussi un symbole important de Quimper et une ville créée sur cette cathédrale. Il est chevaleresque sur sa cathédrale. Et donc, c'est un personnage qui nous lie beaucoup à l'histoire de notre ville, même si c'est une légende. Merci beaucoup, Ludovic Jolivet. Ce débat est terminé. Merci d'avoir participé. Merci à Ouest France d'avoir été notre partenaire. Prochain débat, demain, 18h, Robin Durand reçoit les candidats de Saint-Malo. Très belle soirée à tous. Et tout de suite, le journal de M Féminité.